MG Service Traiteur de Saint-Jérôme, ils desservent les Basses-Laurentides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner, buffet froid, cocktail. C'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. mgservicetraiteur.com. J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre, pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-essence-ciel.com ou visitez notre site web samendirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel. Cette semaine, c'est dans l'univers de Lucien Cerise que je vous amène. J'ai eu la chance de le rencontrer lorsqu'il est venu en septembre dernier pour une conférence justement sur la désinformation, sur tout ce qui portait sur l'ingénierie sociale. Lucien est un auteur et puis on, on a été capable d'échanger avec lui sur son analyse qu'il faisait de cette société, de la désinformation, comment est-ce que l'élite ou les gouvernements pouvaient s'y prendre pour communiquer, pour faire changer d'avis ou pour amener les gens à agir de telle sorte ou à penser de telle sorte. Donc, c'est un entretien que je vous dirais très riche parce qu'on apprend des choses. Et puis, j'ai eu un plaisir à mieux connaître cet auteur, ce conférencier, parce que c'est quelqu'un qui a une très, très belle histoire et je vous invite à la découvrir avec moi. Donc, bonne écoute. Monsieur Cerise, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Ah bah, merci de m'avoir invité, surtout. Vous en faites beaucoup de podcasts, d'entrevues, conférences. Oh oui, là, depuis 10 ans à peu près, j'ai dû en faire plusieurs centaines. Oui, oui. Et c'est surtout depuis 2 ans, hein, depuis 2022. Là, je suis très sollicité. Parce que en fait, il y a deux choses qui se sont passées en 2022. C'est la fin du Covidisme, Oui. la fin de la période de dictature sanitaire, et puis le début des opérations militaires russes en Ukraine. Et comme ces deux sujets sur lesquels j'avais travaillé, les gens se sont tournés vers moi pour me demander mon expertise. Ça sonne un peu prétentieux, mais bon, il est vrai que j'ai travaillé sur ces sujets-là, enfin sur les questions d'ingénierie sociale. Donc tout le monde a bien compris que la grosse opération Covid, c'était une opération d'ingénierie sociale. Et puis j'ai travaillé aussi sur la question de l'OTAN, de la guerre hybride, et des méthodes qui permettent d'élaborer des opérations psychologiques, et donc notamment en Ukraine. Ben, tout d'abord, on va commencer par vous présenter. Oui. Qui êtes-vous, Monsieur Cerise, pour les Québécoises, les Québécois qui nous écoutent ce soir? Qui êtes-vous? Alors, je suis né en 1972 en France, à Toulouse, mais bon, c'est un peu par hasard, parce que bon, ma famille est entre Reims et Paris. Donc bon, Paris, tout le monde connaît, Reims peut-être moins, donc c'est une ville qui est à 150 km de Paris, direction nord-est, Okay. donc en allant vers la Belgique, le Oui. Luxembourg. Oui. Donc elle est peut-être un peu connue historiquement, parce qu'il y a une grande et belle cathédrale, que c'est la ville où Clovis, le fondateur en quelque sorte de l'État-nation français, a été baptisé. Donc c'est en 496, donc c'est le moment le baptême de Clovis qui en fait unifie, comme on dit, la France est la fille aînée de l'Église. Donc le baptême de Clovis au christianisme, en fait, commence la christianisation de la France. Et simultanément le premier État-nation sur ce territoire. Voilà, donc c'est une ville historique qui a même 2000 ans d'histoire en réalité, qui a été fondée par les Romains. Et puis bon, il y avait des tribus gauloises aussi déjà à l'époque, mais il y a encore quelques vestiges de l'époque romaine. Donc c'est une ville qui est aussi vieille que Paris,
hein, qui a un peu plus de 2000 ans, mais bon, qui n'a pas eu le même destin. C'est pas devenu la capitale et elle n'a pas la même expansion. Enfin, c'est 250 000 habitants à peu près. Et donc ma famille, moi j'ai vécu entre Reims et Paris, parce que bon, il y a évidemment le bassin parisien attire toutes les villes de province qui sont situées dans la zone d'attraction, et Reims en fait partie. Donc il y a des déménagements professionnels voilà, donc j'ai vécu donc entre ces deux villes. Alors ça c'est pour la partie personnelle. Donc j'ai commencé des études de philosophie à Reims, donc à l'université de Reims, en 1990. Donc ça c'est ma première formation intellectuelle, c'est la philosophie universitaire, apprise à l'université française. Comme je ne me voyais pas beaucoup de débouchés professionnels avec ça, j'ai voulu me réorienter. Donc il se trouve que j'avais un pied-à-terre à Paris parce que ma mère avait redéménagé sur Paris. Les dernières années que j'étais à Reims, c'était chez mes grands-parents. Et donc je suis retourné sur Paris, après y avoir passé une partie de mon enfance, pour faire des études en communication. OK, de la philosophie aux communications. Voilà. Alors, il faut me l'expliquer. En fait, ce qui m'intéressait le plus en philosophie, c'était le langage. La philosophie du langage, et puis tout ce qui concerne la rhétorique, les joutes verbales. Les codes. Les codes aussi, oui. Alors là, donc déjà, vous étiez attiré par ce sujet, ou en tout cas par cette thématique. Oui, la question de la sémantique, la question du sens, et comment le sens est codé dans des systèmes formels qu'on appelle des langues, déjà des langues naturelles, des langues vernaculaires, le français, l'anglais, etc. Et puis ensuite, il y a toute une variété de codes. Je comprends le lien avec les communications à ce moment-là. Parce que c'est très lié finalement. Parce que les codes, une fois qu'on les communique, une fois qu'on... Donc, et puis là, c'est ça, je vous ai coupé, mais vous avez donc fait des études en communication, et puis... Alors, voilà, mais je me suis trompé, j'ai fait un DEA de communication. Alors, en France, un DEA, c'est un diplôme théorique. Et donc, dans la description du diplôme, en fait, c'était une publicité mensongère qui, en fait, présentait ce diplôme presque comme un DESS. Et le DESS, à l'époque, en France, donc vers 1995, c'était un diplôme plus pratique. Enfin bref, Donc le département des communications communiquait très mal. Voilà, son programme, mais vous l'avez complété. Alors donc j'ai achevé le diplôme, et puis ensuite je me suis retrouvé avec un nouveau diplôme théorique comme la maîtrise de philosophie que j'avais faite, qui ne m'ouvrait que la carrière d'enseignant, mais je sentais que je n'étais pas fait pour ça à l'époque. Mais par contre, je me suis réinvesti. Enfin, à la même époque, j'ai travaillé avec le département de FLE, de français langue étrangère, de l'université de Reims. Mes dernières années à Reims, j'étais en contact avec les étudiants Erasmus, on appelle ça. Ça, c'est tous les étudiants d'Europe qui viennent faire des études. C'est un système d'échange interuniversitaire pour faciliter en fait la communication justement entre les universités européennes. Donc c'est pour donc les étudiants étrangers qui viennent pour 1 an, 6 mois, 1 an en général. Enfin bref, là j'avais rencontré donc des gens qui venaient apprendre le français, mais donc soit des jeunes adultes, et là je me suis dit je vais peut-être faire ça finalement, je vais devenir professeur de FLE, de français langue étrangère, et donc j'ai repassé un nouveau diplôme de français langue étrangère après le diplôme de communication qui était trop théorique, et qui donc ne m'a pas ouvert d'opportunités professionnelles. Donc j'ai fait ce diplôme pour devenir professeur de français, avec comme public des jeunes adultes ou même des vieux adultes en fait. En échange. Qui étaient dans les programmes d'échange. C'est ça, voilà. Et puis donc, en fait, comme j'avais encore du temps de libre parce qu'à l'époque je ne travaillais que 3 jours par semaine. C'est vraiment ça. Je sais pas si c'est pareil au Canada, mais les étudiants prolongés comme ça avec des petits jobs jusqu'à 30-35 ans. Ça existe aussi, mais les parents se tannent un jour et ils ont hâte que leur progéniture puisse aller travailler.
Donc, Ouais. Donc voilà, bon, mais avec un petit salaire, là, je pouvais être indépendant. Enfin, j'ai quitté les parents, enfin la famille, donc j'ai pris un studio à Paris. Donc là, c'était assez dur en fait, parce que bon, les conditions de vie pour les précaires, hein, je faisais partie de cette catégorie socio-économique qu'on appelle les précaires, hein, en France. En général, c'est des conditions de vie assez pourries. On se retrouve dans des chambres de bonne de 8 mètres carrés avec des voisins toxicomanes. Donc c'était assez pénible, hein. Mais bon, j'ai repassé encore un nouveau diplôme, donc là de lettres modernes, enfin c'est-à-dire en fait de littérature et de linguistique, toujours à l'université de Paris 8. Parce qu'il faut que je précise que c'est après l'université de Reims, donc j'ai fait 1 an à Nanterre. Bon, mais là c'était un peu par erreur. Et puis ensuite Paris 8 pour la communication et les sciences du langage. Paris 8, donc c'est une université très spéciale. Elle a été fondée sur les bases idéologiques de mai 68. Hein, vous connaissez là l'espèce de révolution ouais. colorée, très gauchiste. Donc l'université est conséquente de ça. Oui, tout à fait. C'est une université expérimentale, hein, à Oui, oui. l'origine, donc dans les années 70. Mais ils avec. l'ont détruite. Non, enfin, C'est en pas fait, celle-là qui elle ont a détruit. déménagé. Elle a Ok, déménagé. oui, déménagé, mais ils en ont fait maintenant un parc. Alors en fait, non, c'est-à-dire qu'elle a été, dans les années 70, elle était située à Vincennes, Oui, donc dans l'est, hein, de Paris, au bord du bois de Vincennes. oui. Et puis ensuite, elle a déménagé au début des années 80 à Saint-Denis. Mais il y avait quand même tout un esprit qui était très éclaté de cette université. Oui, Et oui. puis maintenant, mais il n'existe aucun vestige de cette université, là où elle était implantée Non, au tout oui, début. voilà. À C'est Vincennes, ça. il n'y a Il plus, y a plus plus de... rien, Oui, il n'y a pas de effectivement. vestiges, hein. Ouais. Et puis, lorsque ça a été déménagé, il y a quand même eu une perte de l'ADN de cette université? Non, Ou, non, non? c'est resté très libertaire. Parce Hein, qu'elle enfin, est très reconnue pour son côté, justement, très, très éclaté, très woke. Aujourd'hui, on la ah bah, qualifierait de très woke. totalement. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, Donc, oui. Ouais, c'était une université particulière pour les ouais, gens qui ouais. sont intéressés au sujet. Et alors voilà, et donc par exemple dans les années 70, en fait, il suffisait de s'inscrire en début d'année, Oui, hein, pour avoir le diplôme, parce que pour lutter contre, hein, le capitalisme ou la domination masculine ou le patriarcat, il n'y avait pas d'examen. Hein, c'est-à-dire que c'était un peu l'utopie, hein, égalitaire, hein, qui était appliquée, y compris à l'université. Est-ce que c'était une façon à ce moment-là d'augmenter le taux de diplomation, justement, artificiellement, pour... ça, c'en est de l'ingénierie. Oh, oui, oui, bien sûr, oui. C'est de la Enfin, manipulation des données, mais pour faire croire oui. qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose qui a changé dans la société, alors que... Oui, 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 oui. Alors bon, là, c'est pas très habile parce que bon, en fait, c'est trop visible, hein. Oui. Enfin, puisque de fait, officiellement, il n'y avait pas de diplôme. Enfin, il n'y avait pas d'examen, excusez-moi. Et donc, pendant une dizaine d'années, donc, ça a fonctionné comme ça. Et tout le monde avait son diplôme. Après, ils ont réintroduit les examens parce que bon, ça devenait ridicule, hein. Donc, enfin, il y avait enfin, même n'importe quel clochard pouvait en fait, en réalité, avoir un diplôme sans avoir mis les pieds une fois en cours. Hein, donc ça devenait une université où les gens venaient fumer des joints sur le campus, hein, dans un esprit très Berkeley. Vous voyez, tous les campus américains de la côte ouest, par exemple, mais de la côte est aussi peut-être. Hein. Enfin, un esprit hippie, hein, un esprit baba cool, et qui est un esprit flower power. Enfin voilà, bon, et c'est un folklore amusant et sympathique. Et puis il y a des réussites artistiques, hein, tout ce qui est psychédélisme, j'ai beaucoup aimé la pop. Nous avons son équivalent ici au Québec. Hein. Oui, c'est pas... Mais donc, tout ce parcours, ce parcours pendant ce temps-là, vous retardez? Est-ce que vous avez fondé une famille? Est-ce que vous avez... Non, c'est les conditions de vie beaucoup trop précaires, en fait, hein. C'est-à-dire que de toute façon, même si j'avais une copine, bon, bah, on vivait chacun dans notre studio, hein, de 6 mètres carrés. Oui. Bon. Et puis, voilà, donc, et puis et puis bon, après, il y avait aussi des périodes de célibat, hein, de toute façon, parce que bon, on n'est pas un bon mari, hein. Je veux dire, quand on gagne 800 € par mois et qu'on vit comme ça, bon, en fait, c'est un peu comment dire, un mode de vie semi-clochard, qui en fait qui plaît pas forcément beaucoup aux femmes. Mais pourquoi qu'on accepte de vivre ainsi?
Ah mais j'ai pas eu le choix en fait, hein. C'est-à-dire que bon, du jour où j'ai trouvé un petit job, hein, à temps partiel, hein, qui me permettait bon bah de quitter le domicile familial. Bon bah je l'ai fait, hein. Et puis ça a coïncidé avec une période où en fait bon ma mère a quitté Paris à nouveau, donc je me suis vraiment retrouvé seul, hein. De toute façon alors si j'avais un oncle en banlieue sud, mais bon j'allais pas m'incruster chez lui comme ça. Donc voilà, donc j'ai survécu. Là, pour le coup, là c'est la survie en contexte urbain, hein. Pierrot vous parlera de survie tout à l'heure. Oui. Mais là j'ai survécu dans la jungle urbaine parisienne, hein, bon, qui est une agglomération d'environ 10 millions d'habitants, avec une forte densité et beaucoup, hein, de toxicomanie, de délinquance et de violence, hein, au quotidien, hein. Donc j'ai survécu comme ça pendant quelques années. Et puis bon bah après j'ai intégré la fonction publique en fait. Donc bon là j'ai multiplié mon salaire par 2 ou 3. Et bon j'ai des trous, mais bon ça c'est beaucoup plus tard en fait, hein. Mais bon là concernant le parcours universitaire, bon voilà, j'ai passé une quinzaine d'années à l'université, avec bon alors un passage éclair à l'université de Nanterre, hein, mais qui était une forme de transition entre Reims et Paris 8, donc c'est-à-dire Saint-Denis. Par la suite, avez-vous enseigné? Alors j'ai fait des stages, j'ai pas vraiment enseigné parce que en fait à un moment je me suis retrouvé la même année en fait, hein, j'achevais, enfin j'arrêtais après le diplôme là, de lettres modernes, je me suis dit bon faut que j'arrête là, c'est plus possible. Enfin j'ai 4 diplômes qui ne me servent à rien fondamentalement, si ce n'est la culture générale, Mais quand même, la méthode aussi de recherche, hein, parce qu'on verra plus tard que ça vous a quand même influencé. mais totalement, je suis un pur produit de Ben l'université. oui, parce qu'on le ressent dans vos livres. Mais si, mais une fois que vous avez vos diplômes, par la suite, vous intégrez la fonction publique. À quel titre? Vous devenez fonctionnaire, Oui, mais oui. dans un département de... Dans quel département? Dans quel type de ministère? Alors je suis dans un établissement qui s'appelle la Bibliothèque nationale. OK. Voilà, et donc bon, j'ai 2 ministères de tutelle, hein, donc l'éducation nationale et la culture. Donc je suis toujours dans la recherche, mais au service des chercheurs. Enfin, OK. je suis bibliothécaire pour résumer. Parfait. Et qu'est-ce qui vous amène à devenir auteur? Oh bah ça c'est depuis toujours, même avant de savoir lire et écrire, hein, je dessinais des bandes dessinées, hein, et à une époque je vivais chez mes grands-parents et je dictais, enfin quand j'étais petit, hein, il y a une période où j'étais chez mes grands-parents, enfin chez mes arrière-grands-parents en fait à l'époque. Vous savez, parce que c'est un peu les familles éclatées, hein, en France dans les années 70, pouf, c'est justement sous l'influence de mai 68, hein, et du gauchisme, tout ça. Bon, et en fait, alors à l'époque, à l'âge de 5 ans, donc bah, je lisais les bandes dessinées, vous savez, la Picsou, alors au Canada, je sais pas si c'est les mêmes noms, Picsou. Donald Duck, hein, Donald etc. Duck, ouais, Voilà, Mickey Mouse, etc. On Donc, les a tous eus. mais je crois que Et Picsou. comme on a le même âge pratiquement, là, à une année près, Ouais. on a eu cette influence-là, Ouais. possiblement, ouais. Mais je crois que Picsou en anglais, c'est un autre nom. Enfin, Donald, c'est le même en français et en anglais. Mais enfin, bon, bref, je lisais Walt Disney, etc. Et puis on avait aussi Pif Gadget. Enfin bref, comme tous les enfants, je lisais des bandes dessinées. Et j'ai ressenti un besoin dès l'âge de 5 ans de m'exprimer, hein. Alors là, mon modèle, c'était la bande dessinée. Donc, je demandais à mon arrière-grand-mère de m'acheter des cahiers, hein, et moi-même, alors je divisais la page en 4 parties et je dessinais les aventures de Donald que j'avais inventées moi-même. OK, vous étiez inspiré par ce que vous écoutiez à la télévision, et puis là, vous reproduisiez d'autres histoires à travers une bande dessinée que vous voilà. créez à chaque fois. C'est ça, et je dictais à mon arrière-grand-mère le contenu, hein, des bulles. Hein, OK. des discussions, parce que je savais pas, Wow. j'avais 5 ans, j'étais encore à l'école maternelle. Donc le besoin de s'exprimer dans un scénario, hein, le besoin de s'exprimer au moyen d'image et de texte, hein, bon, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis conscient quasiment, enfin depuis Wow. l'âge de 5 ans. Ensuite, j'ai écrit un livre dont vous êtes le héros. Donc là, c'était en fait, au début des années 80, il y a comment dire, une mode qui est arrivée en France, hein, c'était les jeux de stratégie, les jeux de plateau, les wargames. Et alors il y avait une version qui était en livre.
Avec donc on faisait un parcours à l'intérieur du livre en fonction des et on décidait du chapitre suivant en fonction de la décision qu'on prenait. C'est ça. Donc vous étiez auteur de ce genre de livre. Alors il n'a jamais été publié, mais là comme je me suis passionné pour ça, j'en avais toute une collection. Donc c'est pareil, par mimétisme, en fait on s'exprime par imitation du média que l'on pratique à un moment donné. Donc je me suis mis à écrire donc un livre dont vous êtes le héros, donc par fragments, qui se renvoient les uns aux autres et qui dessinent un parcours un peu labyrinthique dans un environnement purement mental en fait. Et donc avec une arborescence, puisque on commence toujours au paragraphe numéro 1. À la fin du paragraphe numéro 1, donc on a le choix entre le paragraphe par exemple 296 ou le paragraphe 18. Et à la fin du 18, on a le choix entre à nouveau 2 ou 3 paragraphes. Vous voyez, c'est une arborescence classique. Donc j'avais acheté un petit carnet et j'avais arraché les feuilles. Et comme ça, en fait, sur le sol de ma chambre, je construisais l'arborescence, etc. Puis ensuite, je réécrivais tout à la main dans un cahier pour que ce soit linéaire. Enfin, dans un cahier là dont les pages n'étaient pas arrachées. Donc voilà, donc j'ai écrit un petit livre, un livre-jeu en quelque sorte. Enfin, c'est un jeu en fait. Après, à la même époque, dans les années 80, on a eu l'informatique à la maison avec les ordinateurs Amstrad, etc. Donc je me suis mis à faire un peu de programmation en basique. Et donc je m'amusais effectivement aussi à inventer ce type de jeu, mais là sur l'écran d'ordinateur et en programmant du basique. Et ensuite, donc, je me suis mis à la poésie. Donc là, c'était un peu plus sérieux. Mais enfin, vous voyez, c'est un parcours classique, puisque, en fait, à partir du lycée, en France, on étudie les poètes classiques, surtout le 19e siècle, Baudelaire, Nerval, Rimbaud, Verlaine, etc. Et donc, là, c'est pareil, par imitation, en quelque sorte, je me suis mis à écrire des vers, donc des alexandrins. Alors, d'ailleurs, mon éditeur, ici présent, puisqu'on voyage ensemble, Anthony, bon ami, donc m'a fait le plaisir et l'honneur de publier mon recueil de poèmes que j'avais écrit entre 15 et 25 ans et que l'on peut acheter aujourd'hui. J'ai eu le texte, le manuscrit sous le coude au fond d'un tiroir pendant 30 ans. Mais maintenant, il est publié. Voilà. Donc à l'époque, j'avais réussi à publier quelques poèmes dans des revues régionales, en fait, mais qui n'avaient pas d'impact national. Donc c'était un petit lectorat, c'était dans les années 80-90. Là, aujourd'hui, je mettrais tout ça sur Internet, sur un blog. J'aurais 1000 fois plus de lecteurs. Mais à l'époque, c'était des petites revues autour de Reims, etc. Mais ça vous permettait quand même d'être dans le processus de création et de satisfaire ce besoin que vous aviez de vous exprimer par l'écriture. C'est ça. Et puis, donc, de m'approprier la versification classique, la prosodie classique. Donc, c'était une manière aussi de faire mes gammes, comme on dit, de m'approprier une nouvelle technique d'écriture. C'est-à-dire, après la bande dessinée dont je dictais le texte à ma bisaïeule, ensuite après, donc, l'arborescence par fragments, en fait, finalement, c'est une écriture hypertextuelle, comme on dit aujourd'hui. Internet, c'est entièrement hypertextuel. On saute finalement de fragment en fragment, de texte en texte, avec le système de l'ancrage qui permet de passer à l'intérieur d'un texte à un autre texte, vous voyez. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiant en communication, j'avais fait un peu de programmation HTML, parce que en fait, le département hypermédia proposait une grande variété de cours. Donc moi, je suivais essentiellement les cours qui portaient sur le journalisme, mais j'avais le droit de suivre les cours qui concernaient aussi la communication hypermédiatique. Okay. Parce que c'était au début, c'était la mode des CD-ROM. Vers 1997, Internet venait finalement d'apparaître, enfin l'Internet pour tous, pas uniquement pour les militaires, mais on était en pleine période d'expansion de l'Internet
pour tous. C'est vers ces années-là que j'ai eu ma première adresse email, hein, comme beaucoup de gens, hein, entre 95 et 2000. Oui, effectivement. En Voilà. 94, à l'université, on nous obligeait à écrire notre premier courriel. Voilà. Donc, Et puis j'ai eu comme prof, donc à Paris 8, Pierre Lévy, qui ensuite est venu au Québec. Oui. Hein, vous connaissez lui, un peut-être. auteur bien connu Voilà, ici voilà. Et au donc Québec. qui est justement qui est un théoricien, hein, justement du cyberespace et de l'intelligence collective, qui avait mis au point aussi un logiciel en fait justement pour optimiser, hein, l'organisation des groupes, hein, avec son logiciel d'intelligence collective. Mais pour quelqu'un qui est dans la création comme vous, qui a ce besoin d'écrire, l'informatique a joué un rôle majeur pour vous permettre, je pense pas seulement à diffuser, mais pour être beaucoup plus productif dans votre écriture, dans la production de dans votre création. Ah oui, oui, c'est certain, oui, oui, oui. Enfin, moi, dans les années 80, je faisais un peu partie de cette première génération des geeks. Hein, Oui. enfin, voilà, bon, je passais des nuits blanches, hein, des nuits entières à programmer sur mon Amstrad. Donc c'était un peu la première génération du PC, hein, du personal computer. Enfin, bon, il y avait les Macintosh, hein, Apple, et puis sinon, il y avait pour les jeunes, très souvent, en fait, c'était un public quand même assez jeune. Il y avait la série des Amstrad, qui a entièrement disparu aujourd'hui. Mais bon, donc voilà, donc j'ai eu comme ça, enfin, j'ai eu en parallèle, en fait, un peu un parcours d'informaticien amateur, hein, quand même. Je suis toujours resté amateur. Et puis, la littérature, l'écriture, la philosophie. Donc, vous commencez à écrire, vous avez commencé tôt, mais je veux dire, le premier recueil de poésie qui vient d'être, qui a été publié, mais que vous avez écrit, rédigé très jeune. Après ça, vous évoluez comment dans votre écriture? Vous touchez quelle thématique? Alors, après, c'est toujours, hein, la pression de l'environnement. Hein, c'est-à-dire, comme j'étais dans un environnement universitaire, je me suis plié à l'écriture universitaire. Donc, je n'ai fait que de la littérature grise, hein, comme on dit, c'est-à-dire des mémoires, hein, enfin les mémoires de maîtrise, hein, mémoires de DEA, etc. Je suis jamais allé jusqu'au doctorat parce que j'avais pas les conditions matérielles, hein, de stabilité, hein, pour se lancer dans un PhD. Hein, enfin, il faut, en France, c'est 3 ans minimum. Hein, donc bon, il faut des conditions matérielles et psychologiques extrêmement stables. Hein, sinon, en fait, on n'y arrive jamais. On traîne ça pendant 10 ans et donc bon, moi, je me suis jamais réussi, je n'ai jamais eu les conditions, hein, favorables pour faire le doctorat. Et donc bon, je n'ai fait effectivement que de l'écriture universitaire jusqu'en en gros jusqu'en 2005 à peu près. Et puis bon. Et en 2005, alors au début des années 2000, je découvre la littérature de Michel Houellebecq, en fait, hein, qui m'a en fait profondément marqué. Enfin, j'ai trouvé ça très 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 fort. Donc et là, j'étais sur Paris, donc je me suis dit tiens, je vais essayer. Enfin, je me suis inscrit au fan club en fait de Michel Houellebecq. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient dans le milieu de la littérature parisienne, hein, parce que bon, en France, c'est très centralisé à Paris. C'est un milieu. Tout est à Paris. Donc j'ai mis un doigt de pied là-dedans. Enfin, j'ai commencé en fait à jouer les picassiettes mondains et j'ai réussi à publier. Alors là, de la littérature. Là, pour le coup, là, je me suis mis à écrire de la vraie littérature, c'est-à-dire dans un premier temps des nouvelles. Et puis ensuite, j'ai réussi à publier un roman intitulé Photographie d'un hamburger aux éditions Scali, hein, où j'essayais en fait de faire une espèce de proposer en fait, c'était une satire sociale, voilà. C'était sur le style pamphlétaire. Donc j'ai pris le nom d'auteur de Lucien Cerise à ce moment-là. Bon, ça sonne pas très sérieux, hein, mais bon, à l'époque, je pensais pas écrire sérieusement. Hein, je voulais écrire plutôt dans des satires sociales. Et donc j'ai réussi à publier ce roman qui a eu un petit succès d'estime, hein, c'était pas non plus un best-seller. Et puis progressivement, oui, donc en fait, je rencontre de plus en plus de gens, hein, voilà, je commence en fait à faire mon petit chemin dans le milieu littéraire parisien. En 2008, alors oui, donc je précise en fait que, alors à partir de
1995, alors au niveau des idées politiques, je commence à m'intéresser à l'altermondialisme et l'antimondialisme, qui sont proches. Parce que à l'époque, donc l'URSS, le communisme venait de tomber, donc OK. en philosophie, parmi mes enseignants, il n'y en avait plus un seul qui enseignait Marx, en fait, parce que c'était démonétisé, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce qui restait dans la pensée critique de gauche? En fait, c'était, qu'est-ce qui a émergé? C'est l'altermondialisme, l'antimondialisme, dont un grand texte, d'ailleurs, de Naomi Klein, en fait, qui est de Toronto, si je me souviens bien, Nos logos, donc, qui fait une critique donc de la société du spectacle, surtout du marketing, c'est-à-dire de cette société entièrement façonné par la publicité, etc. Donc tout ça c'est donc j'ai voilà, donc ça c'est ma première, jusqu'en 1995 à peu près, j'étais vraiment dans les idées pures, C'est-à-dire, donc je m'intéressais au langage, aux sciences du langage, à la linguistique, à l'épistémologie, donc l'histoire des sciences, la philosophie des sciences. C'est d'ailleurs sous la plume d'un épistémologue bien connu, Karl Popper, que j'ai vu l'expression d'ingénierie sociale pour la première fois, puisqu'il théorise ça dans les années 1950. Donc voilà, comme je m'inscris à peu près au milieu des années 90 à l'université de Paris 8, qui était très gauchiste, voilà, donc je me retrouve dans les milieux de gauche, en fait, comment dire, par effet donc aussi un peu de mimétisme. Quand on est dans un environnement de gauche, on prend la couleur du milieu. C'est un peu comme un effet caméléon. Et puis les milieux que je fréquentais, alors le week-end, le samedi soir pour sortir, c'était les squats, en fait. C'était sur Paris, quand vous n'avez pas d'argent, plutôt que de rester devant la télévision à déprimer en fumant cigarette sur cigarette, à l'époque je fumais, donc je commence à sortir, et de proche en proche, c'est mon cercle d'amis, en fait, je me retrouve dans les milieux d'ultra-gauche parisiens, toujours pareil, voilà, donc j'étais de gauche, en fait, voilà, pour des raisons, là, effectivement, d'idéologie de l'université où j'étais, puis pour des raisons de réseau personnel, en fait, je ne pouvais pas fréquenter des gens de droite, tout simplement parce que c'était une classe socio-économique légèrement au-dessus de la mienne. Donc je me retrouve chez les marginaux, dans les milieux... beaucoup de gens de droite travaillaient pour financer justement les universités qui produisent les gens de gauche. Oui, bien sûr, oui. Sont occupés. Mais non, comment vous... Parce que je veux savoir, comment vous en arrivez à être conscient, justement, qu'on est dans un monde qui désinforme, dans un monde qui forme des ingénieurs de société, puis avec lesquels on est capable maintenant de manipuler des populations, des sociétés complètes, rapidement, de plus en plus en plus. Comment vous en arrivez à ça, à écrire sur ce thème-là dans votre parcours, là, une fois que vous... c'est parce que je me suis rendu compte justement que le gauchisme en fait était une imposture. C'est qu'effectivement il y a des mécènes, enfin des philanthropes entre guillemets comme George Soros, en fait, qui viennent du grand capital, vraiment le sommet du capitalisme financier, et qui sponsorisent en fait des organisations de gauche qui, elles, passent leur temps à critiquer justement le grand capital. Et pourquoi ils font ça? Parce que ce sont les gens de gauche qui par la suite passent les messages à la société? C'est parce que, en fait, à un moment, il peut y avoir une rencontre entre finalement le gauchisme et le libéralisme, c'est-à-dire dans l'abolition des frontières, par exemple. OK. Les antifascistes... Dans le multiculturalisme, dans l'abolition des frontières, dans la gouvernance mondiale que les gauchistes vont promouvoir, donc ça pourrait satisfaire les intérêts de ces grands Manitou financiers. OK. Et puis c'est une vision assez plastique de la société. Et c'est là où on va sur l'ingénierie sociale, puisque je mentionne George Soros, qui a été l'élève de Karl Popper. Quand il était à la London School of Economics. Donc, il a probablement entendu Karl Popper parler d'ingénierie sociale. Et là, ça a fait tilt dans la tête de George Soros. Et il a nommé sa fondation Open Society en hommage à son maître Karl Popper. Mais justement, pour en arriver là,
pour en arriver à cette ingénierie sociale-là, on utilise, on désinforme, premièrement. On utilise la désinformation pour défaire justement des connaissances que les gens auraient ou des a priori. C'est quoi au juste pour vous, là, la désinformation? Alors la désinformation, ça peut avoir plusieurs formes possibles, hein. Elle peut être effectivement grossière, hein. C'est-à-dire, comment dire, il y a plusieurs intensités, hein, de désinformation. Mais ça peut être ponctuel, et puis ça peut être, et c'est là où on va sur l'ingénierie sociale, ça peut être plus grave, hein. C'est-à-dire ça peut être structurel. Hein. C'est-à-dire quand vous, par exemple, le féminisme, c'est de la désinformation. En quel sens? C'est-à-dire qu'en fait, ça propage une image complètement déformée des relations hommes-femmes. C'est-à-dire que quand on y croit, hein, eh bien, en fait, on se trompe, hein, sur la vraie nature des relations entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension, hein, de falsification, hein, concernant ce que veulent les hommes ou ce que veulent les femmes, et qui peut avoir donc des conséquences assez catastrophiques, hein, concernant justement, par exemple, l'instabilité, hein, des couples. Par exemple, c'est très influencé. Enfin, c'est une cause, c'est une conséquence, hein, du féminisme. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai plein de copines en fait, hein, qui se sont retrouvées célibataires à 40 ans, hein, parce que en fait, quelque part, elles étaient trop exigeantes par rapport à ce qu'elles voulaient, hein, concernant en fait leur partenaire de vie, hein, et puis et des femmes qui tombent en dépression, voilà. Bon, il y a tout un tas de pathologies sociales, hein, qui ont été divulguées, diffusées dans la société, hein, sous le terme de progressisme, hein, ou de progrès sociaux, qui sont en fait, hein, simplement des sortes de virus, hein, psychologiques, et qui désagrègent, qui décomposent la société. Hein, c'est comme, par exemple aussi, alors toutes les théories en sciences de l'éducation, selon lesquelles les enfants n'ont pas besoin d'autorité. Hein, ça explose la société littéralement. Nous, on voit ça en France aujourd'hui. Il y a une crise de l'autorité. Hein, ce n'est pas qu'en France, hein, mais là, en fait, aujourd'hui, en France, n'importe qui fait n'importe quoi. Enfin, vous pouvez tuer quelqu'un dans la rue. Il y a une forme d'impunité psychologique. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'inhibition, hein, dans le passage à l'acte. Et donc on a des morts tous les jours, hein, mais dans la rue, hein, donc des gens qui sont des borderlines, hein, en fait, qui sont parfois plus ou moins traités en psychiatrie, hein, ou qui en fait sont dans une effet, un peu comme des enfants hyperactifs, hein, c'est qui ne contrôlent pas leurs émotions, qui ne contrôlent pas leur agressivité. Et alors Paris est un laboratoire, hein, pour ça, hein. C'est vraiment, on est dans une espèce de stress permanent, parce que quand on prend le métro, je veux dire, on voit des gens bizarres passer, on se demande est-ce qu'il va pas me pousser sur la voie ferrée au moment où le train arrive. Voilà, on est voilà, donc c'est souvent les grandes villes, hein, évidemment, qui génèrent beaucoup, hein, de paranoïa, hein, évidemment. Moi, je connais un petit peu New York, ma mère y a travaillé. C'était un peu ça à une époque, hein. Après, il y a eu des politiques sécuritaires, pas forcément d'ailleurs très réussies, mais bon. Et en fait, voilà, donc le féminisme, mais aussi le jeunisme, hein, ça vient du mot jeune, hein, tout ça, en fait, sont finalement des sortes de tendances sociétales, hein, des nouvelles tendances, hein. C'est vrai que le féminisme, ça commence à avoir maintenant au moins un siècle, hein, ça apparaît en fait au 19e siècle. Et puis parfois, le pire, c'est que il y a un fond pertinent. Je veux dire, oui, parce que le féminisme a quand même permis par exemple, à des femmes de sortir du lot, à des femmes de ne plus accepter ce que leur mère et leur grand-mère avaient accepté, et de reprendre à quelque part possession de leur personne. Et le féminisme, le féminisme a quand même eu... Est-ce que vous reconnaissez que le féminisme a eu du bon? Alors ça a eu du bon dans certains contextes, hein, très urbanisés. Okay. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là on va aller sur les sujets de type transhumaniste, hein, en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait,
Dans une société très tertiarisée, en fait, le féminisme peut permettre effectivement une émancipation des femmes adaptée au contexte socio-économique de type exode rural. C'est-à-dire, en fait, quand les gens quittent la campagne et vont s'installer en ville. Mais alors, le problème, si vous voulez, c'est que c'est un peu quelque part une déformation de la nature humaine. Enfin, on est tous nés à la campagne, fondamentalement. Enfin, l'humain, en fait, n'est pas né en ville. Et donc, il y a comment dire ça, des universaux, enfin, je veux dire, des grandes structures anthropologiques qui sont, en quelque sorte, déformées par le féminisme, mais qui sont d'abord déformées par la vie en société urbaine. Et de toute façon, les gros centres urbains, on le sent bien. Je veux dire, c'est malsain. Et aussi, après, on arrive sur ce qu'on appelle la tertiarisation. La tertiarisation, c'est quelque chose qui, en fait, vous détache du réel. C'est-à-dire que vous oubliez finalement que le corps de l'homme n'est pas comme le corps de la femme. Enfin, on peut faire des blagues sur les féministes qui pensent qu'elles ont les mêmes capacités physiques que les hommes. Parce qu'en fait, elles vivent dans un univers entièrement façonné par la tertiarisation de l'économie. Et donc, on est toujours devant des écrans, devant des claviers. Et on oublie qu'il y a 15 000 ans, on vivait dans un environnement hostile, avec éventuellement des bêtes sauvages, ou en tout cas, et qu'il fallait effectivement que les hommes soient dotés d'une masse musculaire supérieure à celle des femmes. Sinon, on n'aurait pas survécu. C'est vraiment les grandes lois de l'adaptation à l'environnement. Et donc, c'est pas pour rien que nous ne sommes pas, que les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Et ça a du bon que nous ne soyons pas identiques. Oui. Ça assure notre survie. Mais tout à fait, voilà, oui. Parce que, je veux dire, on est complémentaires. Mais alors voilà, on est complémentaires. Donc il y a une forme de féminisme que je soutiens, en fait, qui consiste à dire on est complémentaires. Donc on devrait pouvoir avoir les mêmes droits. Oui, ok, d'accord. Enfin, je veux dire, évidemment, les mêmes droits, parce que, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des idées qui, fondamentalement, ne se posent que dans un contexte très urbanisé et surtout très, très, très tertiarisé, et qui est un peu transformé, modifié par la technologie, qui vient en fait seconder le corps humain. C'est le principe de l'augmentation du corps par la technoscience, avec aussi tout ce qui tourne autour de la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, qui permet effectivement en fait quasiment de se passer des hommes dans certains cas, pour faire des enfants. Mais là, on voit bien qu'on sort de la nature humaine. Et alors pour moi, le féminisme peut avoir, comme le jeunisme, c'est-à-dire le fait d'affirmer que les enfants n'ont pas besoin d'autorité, alors ça, on nous a à Paris 8 justement, quand j'étais en sciences quand je faisais mon diplôme de FLE, j'avais des cours de pédagogie, et on nous disait oui, mais en gros les enfants savent déjà tout, donc vous devez simplement leur permettre de les canaliser, à peine pas trop, parce que sinon vous allez les traumatiser si vous les encadrez trop, voilà. Donc c'est un peu, vous connaissez peut-être ce livre là de pédagogie, là, Libres enfants de Summerhill, de A.S. Neil, si je me souviens bien. Enfin bref, il y a tout un courant comme ça de pédagogie, qui vient des années 60, et qui est très libertaire, et il faut en finir avec l'autorité parentale. Donc c'est une case de plus pour éclater cette société telle qu'on nous l'a créée, telle qu'on nous l'a présentée. Telle qu'elle a été viable pendant des milliers d'années. C'est-à-dire, effectivement, les hommes et les femmes ont des corps différents, et donc ils ne peuvent pas faire exactement la même chose. Pour des raisons physiques, pour des raisons de capacité physique. Alors après, si je vais sur le dossier des capacités intellectuelles, c'est indexé sur le physique, mais il y a on sait, alors là, ça, c'est toutes les féministes qui s'acharnent sur Jordan Peterson, par exemple, et qui se contentent de dire qu'effectivement, le cerveau masculin n'est pas conçu comme le cerveau féminin. Donc on a plutôt des aptitudes, en fait,
fait des goûts même en fait différents. Les femmes sont plus douées pour la relation interpersonnelle, les hommes sont plus doués pour les abstractions. Enfin voilà, c'est juste le fonctionnement du corps en fait, parce que le cerveau c'est une partie du corps. Et ça il faut l'admettre, c'est l'évolution qui a spécialisé les aptitudes des hommes et des femmes. Et puis les enfants n'ont pas les mêmes capacités que les adultes, c'est tout. Donc ils doivent se mettre à l'école des adultes, et les adultes doivent assumer leur rôle donc de pédagogue, donc d'autorité aussi. Un enfant, sinon ça fait les enfants hyperactifs. Mais quand on demande à des parents d'affirmer leur rôle d'autorité, justement, ça fait moins de place pour la société pour envisager d'éduquer l'enfant. Donc, plus le parent intervient dans l'éducation de son enfant, moins il laisse de chance à la société de pouvoir mettre en œuvre un plan, justement, pour le formater. Les grands totalitarismes, les grandes dictatures essayent toujours d'arracher les enfants à leurs parents. C'est un objectif, c'est un moyen de pouvoir de formater des enfants de façon identique par milliers. Et ça rejoint, alors là c'est typique justement du courant de pensée utopiste. Qui commence avec Platon dans La République. Et Platon dit littéralement, dans son chef-d'œuvre, La République, il faut avouer que c'est une cathédrale de la pensée, enfin, c'est colossal. Il dit bien, en fait, les enfants doivent être arrachés aux parents, pas tout de suite, évidemment, pas à 6 mois. Enfin bon, dès qu'ils sont capables de marcher, en gros, et de courir, il faut, l'État, donc la cité-État, à l'époque, donc Athènes, mais les Spartiates, c'était pareil. Ils avaient les mêmes, pour dire les mêmes projets, enfin les mêmes modes de fonctionnement. Donc en fait, l'État doit arracher les enfants à leur famille pour en faire donc de bons guerriers. Et etc. une des bonnes façons, c'est de mettre à l'emploi les deux parents. De façon à ce qu'aucun des deux parents puisse intervenir de façon quotidienne pendant le jour, à tout le moins. C'est ça. Et puis de pouvoir prendre les enfants et les amener dans des centres de préscolarisation, des centres de gardiennage, des centres de... Et puis par la suite, même à l'école, on a vu une prolongation des heures par le service de garde après l'école, où que c'est une duplication de ce que l'école fait. On le fait de façon différente. Et puis, mais on capte l'enfant encore plus longtemps, plus tôt, plus longtemps. Et puis, pour en faire finalement comme je disais tantôt, pour le formater encore mieux. Voilà. Donc, et là, vous voyez les effets pervers du féminisme. Vous voyez, c'est-à-dire les femmes au travail. Enfin, les femmes au travail à l'extérieur. Il pourrait s'agir d'un homme à la maison et d'une femme au travail. Là. Je veux dire, le modèle, mais on parle du modèle qu'il y a un seul soutien par famille qui pourrait réussir à faire vivre sa famille, ce qui est présentement une situation impossible pour 80% des familles que je connais, en tout cas, de se permettre de pouvoir bien vivre avec un seul salaire, un seul revenu. C'est quand même tout un défi. Donc, on a créé une société pour laquelle il y a une obligation qui vient avec. Donc, c'en est de l'ingénierie sociale. Mais complètement. Et c'est aussi de la planification sociale au sens de Stuart Ewen, qui est donc un historien de la publicité de la CUNY, la City University of New York, dont j'ai préfacé un livre que j'ai fait rééditer en France, Captains of Consciousness, donc en français, Conscience sous influence, et qui montre bien en fait que la société de consommation qui apparaît dans les années 1920 à peu près aux États-Unis devait briser les modes de vie traditionnels. Parce que les modes de vie traditionnels plutôt ruraux permettaient justement les familles nombreuses avec une femme qui s'occupe des enfants et éventuellement avec les grands-parents ou avec les voisins aussi. Oui. Voilà. Et puis,
de communautaire, cette espèce d'idée communautaire Oui, oui. qu'on a brisée également aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et donc, dans son livre que je vous recommande, enfin, je vous recommande la traduction qu'on a rééditée, hein, donc aux éditions Culture et Racines, et que j'ai préfacé. C'est un livre qui m'a profondément marqué. C'est un des 10 livres, à mon avis, les plus importants, en fait. Enfin, en tout cas, dans mon parcours, et que j'aurais aimé écrire. Et il parle bien de planification sociale, hein, pour passer de façon accélérée, hein, d'un mode de vie rural, hein, traditionnel, etc., à un mode de vie urbain formaté, façonné par le marketing, hein, et tous les stratagèmes du marketing, hein, l'obsolescence programmée, etc. C'est-à-dire, C'est ça la communication moderne? oui, oui, c'est entièrement fondé sur des stratagèmes, en tout cas. Est-ce que vous reconnaissez qu'on a peut-être trop d'informations aujourd'hui? Ou comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette information-là ou dans son format et dans sa quantité? Parce que ça nous arrive de tout bord, tout côté. Ah oui, maintenant. oui. On est bombardé, Ouais. on est sollicité. Oui, alors là, c'est pas forcément sous contrôle, ça, en fait, hein, parce Ok. que je veux dire, bon, c'est un peu, enfin, on est dans un flux d'informations, oui, effectivement pléthorique et qui fragmente l'attention, hein, puisque en fait, chaque émetteur d'information veut évidemment capter votre attention. Et donc là, il y a un vrai problème d'ailleurs, en fait, hein. Il y a une fragmentation des capacités d'attention, c'est-à-dire des capacités de concentration. Et là, on retombe sur les problèmes, hein, des enfants hyperactifs qui n'arrivent pas à se concentrer. Et si vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous n'arrivez pas à travailler, tout simplement. Donc là, on fabrique, hein, je dirais de manière un peu, pas forcément intentionnelle, mais bon, en tout cas, cette société, hein, de l'information, hein, fabrique finalement des handicapés cognitifs, Mhm. mais par millions. Des gens qui aujourd'hui On abrutit. complètement On abrutit les gens. et des gens donc en fait il y a toute une jeunesse aujourd'hui, hein, en fait, qui est droguée littéralement au smartphone, hein, Et leurs parents. Mais vous Oui. parlez de jeunesse, mais les enfants répètent ce qu'ils voient de leurs Oui. parents. Mm. Et puis, Mm. et on resterait surpris pour les statistiques du nombre d'heures que les parents sont captifs de leur écran versus leurs enfants. C'est vrai. Peut-être que c'est une information qui serait intéressante. Mais, Oui, parce que ça fait plusieurs générations qu'on est déjà sous influence, hein, médiatique. Justement, il y a des parents de 35-40 ans Mhm. aujourd'hui qui sont aussi souvent sur leur écran que les enfants le sont. Mhm. Donc, ils sont un mauvais exemple, mais en même temps, les enfants sont dans ce milieu-là. Ouais. Justement, est-ce que je voulais parler avec vous des impacts, justement, sur la société, de ça, mais également sur la démocratie. Je voulais qu'on aborde ce sujet-là ensemble, Mhm. parce que ça a un impact sur la démocratie, le fait qu'on abrutisse les gens, qu'on les mette dans un état intellectuel pratiquement végétatif, où on peut leur faire croire n'importe quoi. Mhm. Mais on l'a vu dans les dernières années, mais c'était comme ça avant aussi. On est capable d'influencer beaucoup plus rapidement maintenant les gens, Oui. alors qu'ils ont plus d'informations qu'avant. Oui, mais alors la presse, il y a le tri de l'information, hein, Oui. qui n'est pas forcément bien effectué. Si vous n'êtes pas, justement, si vous n'êtes pas éduqué, hein, à trier l'information, hein, vous risquez de tout prendre en bloc, hein, pour argent comptant. Et puis alors après, bon, il y a tout des phénomènes assez étranges. C'est-à-dire que, en gros, quand vous comprenez que les médias de masse mentent beaucoup, donc vous allez vous tourner vers les médias alternatifs. Et là, vous allez considérer que les médias alternatifs disent toujours la vérité, dans un premier temps. Donc là, vous devenez à nouveau influençable. Vous voyez, enfin, rien n'est idéal, hein. Donc, c'est pour ça qu'on voit monter des théories du complot, bon, pour utiliser le terme, des conspiracy theories étranges, hein, avec les reptiliens ou ce genre de choses. Voilà, bon, parce que en fait, ça, c'est un effet purement émotionnel, purement irrationnel, du rejet des médias de masse. Oui. Hein, les médias de masse nous mentent, ça c'est la première étape, hein, et c'est bien d'en arriver là, hein, mais ce qui est naïf, c'est de considérer que
les médias alternatifs sur Internet, hein, eux disent toujours la vérité. C'est tout aussi naïf, hein. Donc il faut effectivement avoir une éducation, hein, au traitement de l'information, hein, pour être capable de trier, hein, et puis donc en fait de toujours ramener l'information à la source, à une source. Enfin, vous savez, il y a les sources primaires, sources secondaires, hein. Bon, quand quelqu'un vous dit non mais je le sais parce que, bon, quelle est votre source? Ça, c'est la première chose à demander, hein, et puis c'est pas forcément suffisant en plus, de toute façon. L'idéal, c'est d'aller sur place directement. Moi, je vois en France, là, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître. C'est une véritable des phénomènes de psychose, en fait, des gens qui en fait reconstruisent entièrement la réalité, hein, sur la base de ce qu'ils trouvent sur Internet. Alors vous allez me dire, c'est pas tout neuf. Non, mais là, ça prend des proportions vraiment pénibles, enfin très difficiles, parce que vous avez des gens qui n'ont pas assisté à un événement, mais qui vont vous en parler, hein, comme s'ils y avaient été, et qui vont vous en parler sur un ton très docte. En fait, ils vous expliquent ce qui s'est passé. Et quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui, lui, était à l'événement, voire qui était dans l'organisation de l'événement, vous avez un autre son de cloche, Non. qui est beaucoup plus proche de la réalité, hein, Mais nos médias ici d'information ont débuté ce travail-là en empêchant des journalistes de se rendre sur place, mais en ayant des journalistes qui commentaient des images qui étaient reçues d'agences de presse. Donc, on a eu ce phénomène-là également, nous, qui est apparu et qui a débuté par les bulletins de nouvelles qu'on nous servait, avec des journalistes qui étaient basés dans la ville du téléjournal, mais qui pouvaient rapporter ce qui se passait à Gaza, ce qui pouvait se passer aux États-Unis, etc. Donc, ce phénomène-là existe, a été dans les médias conventionnels, ils ont été précurseurs de ça. Mais justement, toute cette information qui peut être faussée, toute cette information qui est disponible plus que qu'est-ce que nous en demandons, qui fait en sorte que souvent, on ne se rappelle même pas du texte qu'on a lu 2 heures, 3 heures, la journée d'avant. Ça touche notre démocratie parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés dans ce contrôle de la population. Ils ne sont pas parfaitement bienveillants. Donc, comme auteur, vous y réfléchissez à ça? Oui, et alors je vais peut-être vous surprendre, mais fondamentalement, ce n'est pas forcément un problème au sens où, encore une fois, je reviens à Platon, hein, Socrate, Platon, Aristote, hein, c'est la trilogie fondatrice, hein, de la philosophie occidentale, et donc des idées de sciences politiques aussi, hein. On voit bien, hein, que en fait, la démocratie athénienne, hein, se faisait sur l'agora, hein, et se faisait au moyen de joutes verbales, pour commencer. Hein, et donc Platon met en scène Socrate, hein, qui lui est en quête de vérité. Hein, c'est un peu en quelque sorte, lui, il représente les médias alternatifs, en quelque sorte. Et Socrate est opposé aux sophistes. Hein, et les sophistes, eux, c'était les conseillers en communication, hein, des politiciens. Eux-mêmes n'étaient pas politiciens, mais ils conseillaient, c'était un peu les spin doctors, hein, de l'époque, hein, les conseillers en communication stratégique. Et on voit bien que, en fait, la démocratie, hein, originelle, là pour le coup, hein, c'est archétypal, au sens où c'est le point de départ, hein, de l'idée comme quoi le pouvoir, parce que si je me souviens de mes cours de philosophie politique, qu'est-ce qui distingue finalement la monarchie, enfin l'aristocratie, hein, de la démocratie ou de la république? C'est la transmission du pouvoir. Dans les systèmes monarchiques, elle est héréditaire. Dans les systèmes républicains, démocratiques, en fait, elle est conventionnelle. Donc voilà, donc c'est plutôt collégial en quelque sorte. Bon, c'est à peu près la seule différence, hein. Mais effectivement, dans la mesure où en fait, il va falloir discuter, hein, pour se mettre d'accord, eh bien, automatiquement, à un moment, vous allez essayer de trouver les meilleurs moyens de convaincre votre interlocuteur. Et ces moyens, on appelle ça la rhétorique. Hein, donc les sophistes étaient des spécialistes de la rhétorique. Et c'est quelque part ce qui compte, hein, dans ce domaine-là, c'est pas la vérité, hein, c'est l'efficacité.
Et donc, quand Platon met en scène cette opposition entre Socrate et les sophistes, il oppose la quête de vérité à la quête d'efficacité. Et c'est originel. Cette opposition en fait, comment dire, c'est pour ça les sophistes, enfin, je veux dire, la quête d'efficacité au prix de la vérité, au mépris même, je dirais, de la vérité, ça fait partie, on pourrait dire, des risques et périls de la démocratie depuis toujours. Moi, quand je fais des formations sur ces questions-là, des formations que j'intitule communication stratégique ou communication politique et ingénierie sociale, je dis bien, je rappelle justement en fait les fondements, les fondations de la pensée politique en Occident, mais on a ça aussi en Chine, Sun Tzu, l'art de la guerre, la ruse est partout et permanente. Donc je rappelle que la ruse en communication, ce n'est pas un phénomène de décadence ni de corruption. C'est là depuis toujours. Témoin, l'œuvre de Platon. Et même si on revient encore avant, j'imagine que dans les tribus préhistoriques, le chaman, pour asseoir son autorité, devait parfois faire des tours de passe-passe. Oui, t'es obligé de manipuler. Ouais. C'est ça, pour impressionner sa tribu de 10 personnes, quoi. Qui essayait de survivre au bord d'une rivière. Donc c'est pour ça, en fait, il faut être conscient que nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, vivre dans une transparence totale. Il y a une part, effectivement, d'illusion dans la communication humaine, mais une part incompressible. Et en fait, quand on sacrifie la vérité à l'efficacité, ça peut être aussi pour une noble cause. C'est-à-dire que je rappelle que en fait, la politique ne consiste pas à dire la vérité, ni même à dire ce que l'on pense. Ça consiste à définir un discours adapté à la moyenne, pour créer de la cohésion, créer du lien social. Et là, on comprend on pourrait dire la noblesse ou la légitimité morale de la rhétorique, qui consiste finalement à essayer de parler à tout le monde. Mais comme on n'est pas tous identiques, on n'est pas tous des clones, il y a des hommes et des femmes, comme je disais, il y a des jeunes et des vieux, à un moment, il y a un nivellement par le bas. Parce que parler à tout le monde, ça veut dire définir un discours que tout le monde peut entendre. Donc après, vous avez deux techniques. Il y a la segmentation du public. Ça, c'est ce que fait Macron en France. C'est-à-dire vous tenez un discours différent en fonction du public, en fonction des communautés, en fonction des religions, en fonction du sexe, en fonction de je ne sais quoi. Et puis, donc ça, c'est pour ça qu'on ironise beaucoup sur le Macron qui fait du « en même temps », puisqu'il dit une chose et en même temps son contraire. Il peut dire une chose et son contraire dans la même journée en fonction du public. Donc ça, c'est le principe de segmentation. Puis sinon, il y a le principe, on pourrait dire, de moyenne, qui consiste à tenir un discours unique à tout le monde, mais effectivement, qui va parler des grandes généralités. Alors ça peut donner l'impression. Alors ça c'est la méthode républicaine classique, en fait, où on essaye effectivement de traiter tout le monde de la même manière. On a tous les mêmes droits, on est tous. Mais ces gens-là ont passé à l'histoire quand même. Pardon ? Mais ces gens peuvent passer à l'histoire quand même. Dans quel sens s'ils s'adressent à un large public, mais qu'ils vont dans les généralités, et puis ils appellent leur peuple à avoir des rêves, à aspirer à des choses, ils iront jamais dans une particularité, mais ils vont quand même, par la généralité, ils peuvent inclure beaucoup de gens, et puis... Oui, bien sûr, oui. C'est les grands orateurs, sont capables, effectivement, avec des grandes généralités, de soulever des foules. C'est ça, exactement. Donc, mais vous, comme auteur, quand vous écrivez, vous développez votre sujet puis en sachant très bien que vous aurez un public cible. Qui vous lit? Qui sont vos lecteurs, M. Cerise? Alors, quand j'étais à l'université, je savais que j'écrivais peut-être pour 5 personnes.
Non, Oui. enfin bon, je caricature, mais enfin le public, enfin c'est en fait toute la littérature hyper spécialisée. Bon, on s'adresse à des publics de 30, 40, 50 personnes peut-être sur Terre. Enfin voilà, bon, c'est vraiment, enfin bon, évidemment, après il y a les grands professeurs d'université qui font des colloques, qui ont 300 personnes dans l'amphithéâtre, et puis qui éventuellement vendent leurs livres parce qu'ils ont fait un passage à la télé. Donc là, ça augmente un peu. Mais bon, moi, un petit étudiant avec une possibilité de devenir enseignant, mais bon, enfin très très limité. Enfin, je veux dire, bon, donc je me suis dit à un moment, ça sert à rien d'écrire pour 40 personnes sur Terre, c'est-à-dire d'écrire dans un jargon de spécialiste. Je vais plutôt faire de la vulgarisation. OK. Ça me paraît, enfin, le retour sur investissement sera plus gratifiant. Donc, c'est pour ça que je me suis mis là à partir des années 2000. Alors, donc, j'ai essayé donc j'ai écrit 2 romans. Parce que bon, là pour le coup il n'y a pas besoin de formation universitaire, enfin, tout le monde peut lire un roman, et donc je me suis orienté comme ça vers l'écriture littéraire pendant quelques années, et puis après j'ai eu la possibilité de publier donc des essais en fait, des choses théoriques, mais tout de suite j'ai vraiment essayé de faire de la vulgarisation. Enfin, donc de m'adresser au plus grand nombre, donc de baisser, on pourrait dire, le niveau d'expertise, le niveau de jargon, pour Être plus accessible. être plus accessible. Et donc là, je suis passé de Socrate au sophiste. Vous Oui. voyez. Donc on est tous dans cette dialectique, parce que vous pouvez dire la vérité, mais si vous n'êtes pas entendu, à quoi ça sert? C'est pour ça que Pêcher dans le désert. c'est ça, voilà. C'est pour ça que l'efficacité, quand je parle d'efficacité, c'est-à-dire pour convaincre une personne, mais si possible pour convaincre des millions de personnes. Les sophistes, aujourd'hui, bon, c'est donc les sophistes modernes, c'est ce qu'on appelle les conseillers en communication. Leur but, en fait, c'est de convaincre des millions de personnes. On est dans des sociétés de C'est masse. votre but de convaincre. De diffuser. De diffuser, Oui. mais de les convaincre. Si possible, oui. Enfin, Oui. en tout cas, bon. Non, mais c'est pour ça que je donne un maximum de sources. Bon, ça, c'est la méthode classique. Mais bon, mais ce que je publie, j'essaie de le sourcer au maximum pour montrer que ça vient pas de moi. En fait, je n'essaye pas de. Vous canalisez, dans le fond, les connaissances que vous avez, Mm. vous les rendez disponibles, vous les rendez... C'est ça, oui. Enfin, le but, c'est de présenter sur un plateau un maximum d'informations, mais dans un style accessible au plus grand nombre. Parce que voilà, sinon, bon, comme je n'ai pas de carrière universitaire, je n'ai pas besoin de jargonner. On vous perçoit comment comme auteur? Alors ça, je ne sais pas, mais Vous bon. savez pas. Bon, j'ai des petits retours, parfois, enfin, je veux dire, sur les réseaux sociaux ou d'autres. Enfin, les gens me disent, ah oui, c'est super intéressant ce que vous faites. Oui, voilà, bon, bah, merci. Non, mais j'aime bien avoir des retours quand même de lecture, parce que bon, au moins, voilà, ça prouve que ce n'est pas des bouteilles à la mer, des messages dans une bottle. Ça permet de savoir que je ne travaille pas pour rien. Voilà, j'aime bien effectivement avoir des retours. Surtout, ce qui me fait plaisir, c'est quand on me dit, oui, vous écrivez très clairement. Parce que c'est vraiment mon but, c'est justement de ne pas jargonner du tout et de simplifier au maximum. C'est quoi le titre c'est quoi le livre que vous avez écrit dont vous êtes... dont on pourrait s'approprier pour débuter notre lecture de Lucien Cerise? Alors, justement, je mentionnais le livre de Stuart Ewen. Oui. Donc, alors là, je n'en ai fait que la préface. Oui. La préface parce que, en fait, le livre a été traduit en France et publié en 1981 pour la première fois, mais ensuite il était épuisé chez l'éditeur. Donc, bon, moi, je l'ai trouvé à la Bibliothèque nationale dans l'édition de 81. Ensuite, on a pris contact avec les éditions Culture et Racines. On a repris contact, enfin, le retour aux sources d'abord, puis ensuite Culture et Racines. On a pris contact avec l'auteur qui est toujours vivant, et il était très content qu'on s'intéresse encore à son travail, donc on l'a réédité, j'ai mis une nouvelle préface. Donc je recommande ça parce que c'est une manière d'entrer dans le sujet, dans le sujet justement de la planification sociale, ça c'est le terme de Stuart Ewen, donc en fait bon, c'est synonyme, ingénierie sociale. Planification sociale, même je pense que ça permet de peut-être... c'est encore plus clair. Oui, plus clair, de clarifier oui. l'objectif de l'ingénierie sociale. Voilà,
Voilà. Et donc, comment dire, bon, alors lui, il parle beaucoup donc du marketing, enfin de la mercatique en bon français, et du management. C'est-à-dire, en fait, cette fusion en fait du taylorisme. Enfin, vous connaissez Frederick Taylor, le fondateur du management à la fin du 19e siècle. Cette fusion du taylorisme et puis des techniques de vente dans les années 1920 pour répondre au productivisme industriel de l'époque aux États-Unis. Et donc ça, pour moi, c'est la meilleure entrée dans toutes ces questions. Parce que c'est une entrée historique. Et puis bon, ensuite, alors j'avais fait un livre en 2010, réédité en 2023, intitulé Gouverner par le chaos, mais lui-même inspiré par le deuxième grand livre de Naomi Klein, intitulé La stratégie du choc, The Shock Doctrine. Donc ça aussi que je recommande, qu'il faut lire. C'est en quelle année, Gouverner par le chaos? Alors la première édition est de 2010. OK. Voilà. Et donc la stratégie du choc de Naomi Klein venait de sortir en fait. Je crois qu'il est enfin en tout cas en France, la traduction française est de 1998. Attendez, là j'ai un trou de mémoire. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le Gouverner par le chaos? C'est en fait c'est un résumé en fait. Ça fait 100 pages. Donc alors là on a rajouté 20 pages en 2023 pour la troisième édition. Suite à la période covidiste, qui venait en fait confirmer un tas de choses que j'avais déjà théorisées avant. Mais bon, vous avez ajouté 23 pages, m'en avez-vous enlevé? Non. OK, donc... donc, ça précisait, dans le fond, ça venait prouver que c'était pertinent ce qui était écrit dans les 100 premières pages. Oui, tout à fait, oui. OK. Oui. Et qu'est-ce que vous avez... là, vous avez ajouté 23 pages en raison de... justement, alors j'ai rajouté... des éléments historiques, en fait, là, qui sont indépendants du covidisme, en fait. C'est-à-dire, en gros, j'ai rajouté quelques mentions au mouvement utopiste du 19e siècle, qui crée cette idée qu'on peut être un ingénieur de la société. Donc, en fait, qu'on peut, un peu comme on peut modifier l'architecture du lien social, l'architecture d'une organisation, l'architecture d'un peuple, enfin, l'architecture organisationnelle d'une masse, comme un ingénieur. Enfin, là, on peut filer la métaphore. Un ingénieur travaille, enfin, un ingénieur fait de modifie le plan d'un bâtiment, par exemple. Donc, l'ingénierie du bâtiment consiste à modifier l'architecture, c'est-à-dire la structure d'un bâtiment. On peut modifier la structure d'une société en faisant de l'ingénierie sociale. Voilà. On peut modifier l'architecture de la société en faisant de l'ingénierie sociale. Mais l'ingénieur, lui, il part du principe des fois qu'il veut que l'air circule mieux, il veut que le bâtiment soit plus fort, il veut utiliser le matériel pour en faire quelque chose de mieux. Oui, alors, mais parfois... Mais des fois, j'ai l'impression que dans la société, c'est pas exactement ça qui se passe. Bien sûr, oui. Mais alors, il y a un principe qui s'appelle la démolition contrôlée, où il y a quelque chose de proche, c'est le pompier pyromane. Oui, vous mettez le feu à une maison. Vous assurez votre... voilà, et puis et vous apportez vous-même la solution. Oui, c'est ça. Voilà, donc, et effectivement, par exemple... vous passez pour le héros. Par la suite, vous obtenez beaucoup de crédibilité, vous augmentez votre pouvoir, votre force de frappe, et puis les gens vont avoir tendance à vous suivre. Oui, donc, oui. C'est parce qu'effectivement, l'ingénierie sociale, on peut quasiment résumer ça par la technique du pompier pyromane, en fait. C'est pour les gens qui n'ont pas envie de lire ce que j'écris. Voilà. Et en fait, ça suppose de prendre le contrôle des relations de confiance et de méfiance et d'indifférence. C'est-à-dire le lien social est structuré par la confiance. Ça se comprend facilement. Quand les gens se font confiance, eh bien ils convergent. Et donc là, ils créent du lien social. Quand les gens se méfient les uns des autres, eh bien ils divergent, ils s'éloignent les uns des autres. Et là, en fait, en faisant, par exemple, naître de la méfiance à l'intérieur d'un groupe, eh bien vous pouvez l'atomiser, vous pouvez le déconstruire. Voilà, donc, et chacun s'affaiblit.
Tout à fait, voilà, c'est le principe diviser pour régner. Oui. Donc là, vous voyez que, alors évidemment, dans le BTP, dans le bâtiment, bon, la confiance, la méfiance, on s'en fiche. Parce que ce ne sont pas. Là, on va utiliser des bâtons de dynamite pour faire tomber une tour sur ses fondations, voilà. Mais une tour, par exemple, avec de l'amiante, je sais pas, pour démolir et reconstruire par-dessus. Quelque chose de neuf. Il y a toujours cette idée de la table rase, et qui vient justement des auteurs utopistes. Le premier étant Platon, toujours lui. Mais au XIXe siècle, vous avez un utopiste connu, enfin plus ou moins connu, enfin il a une avenue à son nom à Paris, qui s'appelait Frédéric Leplay, et qui fonde une école d'ingénieurs de la société. Voilà, donc c'est la deuxième génération des utopistes. Une école d'ingénieurs de la société. Oui, voilà. OK. Alors, il fonde un mouvement, en fait. Il a des disciples. Et donc, alors, lui, il faisait partie de, on pourrait dire, la deuxième ou troisième génération des utopistes. La première, c'est début 19e siècle. C'est Saint-Simon, Charles Fourier, Auguste Comte. Donc, eux, c'est avant 1850. Là, je parle de quelqu'un, je crois, qui est né en 1850, ou quelque chose comme ça, mais qui a travaillé plutôt à la fin du 19e siècle. Donc, qui avait lancé... Alors, qu'il était ingénieur des mines, donc il était bien placé pour comment dire, déjà comprendre comment justement on modifie, c'est les ponts et chaussées aussi, les mines, comment on modifie un paysage par exemple, comment on façonne un paysage, comment on façonne, comment finalement on modifie ce qui est donné. C'est toujours ça l'idée. En gros, l'ingénierie de la société, ça consiste à modifier la société telle qu'elle est donnée, telle qu'elle existe aujourd'hui, pour en fait la réécrire, la recomposer selon un nouveau plan. Mais tout ça, en fait, ça forme une nébuleuse cohérente, en fait, au niveau des éléments de langage et au niveau de la vision d'ensemble. C'est de la pure méthodologie, en fait, parce que, quand je dis de la pure méthodologie, c'est de la pure technique. Après, en fait, on peut faire ça pour le bien ou pour le mal. Vous voyez ce que je veux dire, mais ensuite, après, il y a les milieux du piratage informatique qui se sont appropriés aussi la notion. Alors je me demande pourquoi, on ne voit pas trop au début, pourquoi. Mais la notion de social engineering a été... C'est la prise de contrôle, dans le fond. Le parallèle qu'on peut faire, c'est avec la prise de contrôle. La prise de contrôle et le fait de traiter autrui, en fait, comme un objet, en quelque sorte. C'est-à-dire, contrairement à l'impératif catégorique de la morale kantienne, qui nous dit, voilà, il faut traiter autrui toujours comme une fin, jamais comme un moyen. Bon, quand vous traitez la société, quand vous traitez un sujet en faisant de l'ingénierie sociale, en fait, vous le traitez comme un objet plastique. Vous voyez, vous vous souvenez là c'est toute la série des années 70, là, Steve Austin, qui commençait, l'homme bionique. Oui. En fait, c'est un astronaute là, et puis donc il s'écrase. La première phrase du générique, c'était "Messieurs, nous allons le reconstruire." Si vous vous souvenez, ça c'était le chef de Steve Austin, celui qui lui donnait les ordres de ses missions. Et moi ça m'a beaucoup marqué. C'était une série américaine très célèbre. Et en fait, donc il le reconstruit, c'est-à-dire en lui donnant en fait un bras bionique, un bras qui est très, plus fort que l'humain normal. Il a aussi deux jambes qui lui permettent de sauter très haut, et puis un œil caméra, quoi, en fait, qui lui permet de voir très loin, etc. Donc là, on est tout. Ça, c'est un peu l'utopie cybernétique aussi, qui a confirmé ça, du moins qui a renforcé cette vision du monde à partir des années 1950. C'est en fait, on va en fait faire une table rase sur la nature humaine pour l'augmenter par la technoscience, par la technologie. Et tout ça, en fait, ça vient d'une vision globalement positiviste du monde, une vision rationaliste, scientiste, c'est-à-dire une vision selon laquelle la culture, à un moment, va remplacer la nature. À un moment, nous serons en mesure, l'humain sera en capacité de faire une table rase sur la nature.
Et ça, alors on a senti physiquement à quoi ça pouvait ressembler en mars 2020, entre mars 2020, enfin du printemps 2020 au printemps 2022. En fait, c'est le principe de la grande réinitialisation, le Great Reset, au prétexte d'une pandémie, blablabla. Nous allons vous faire entrer dans une nouvelle réalité, Dixit Klaus Schwab. Dans une nouvelle normalité, il utilise les deux termes, nouvelle réalité, nouvelle normalité. Et cette nouvelle normalité consiste en réalité à dire bye-bye à la nature humaine, et à la nature en général, pour rentrer dans un univers entièrement façonné par la technoscience et la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire en fait l'informatique toute puissante. C'est vraiment... et le revenu garanti par exemple à la maison. Voilà. Et puis, en créant également des classes où on disait aux gens, votre société, votre commerce est un commerce essentiel ou pas. Et puis c'était comme ça, c'était partagé comme ça, c'était dit. Et puis il fallait en comprendre par la suite que si tu étais chez toi, c'était parce que tu opérais un commerce non essentiel. Alors qu'on s'aperçoit que tout était relié. Mais est-ce que vous écrivez présentement? Est-ce que vous avez un projet d'écriture présentement, M. Cerise? Est-ce que vous êtes en création? Là, j'ai signé chez deux éditeurs. OK. Donc là, Culture et Racines, Anthony Baudamy, pour en fait un recueil de textes. Le titre de travail, pour l'instant, ce serait Le règne de l'incohérence. Okay. Pour montrer qu'en fait, toute cette utopie transhumaniste qui avance masquée avec des prétextes, c'est pour ça qu'on est vraiment là au cœur du piratage. Le piratage des masses, le piratage, le viol des foules, comme disait un célèbre écrivain, en fait, fabriquent leur consentement. Engineering of Consent, aussi, ça, Edward Bernays, Walter Lippmann, ça c'est aussi des auteurs à recommander, qu'il faut connaître. Donc pour fabriquer le consentement des masses à des conditions de vie insupportables parce qu'elles sont contraires à la nature humaine, de fait, nous allons vers le transhumanisme, eh bien, on leur fait peur, c'est le thème de la conférence de demain, on leur fait peur avec un virus, on leur fait peur avec des attentats terroristes qui permettent de mettre en place le Patriot Act. Avec un manque de ressources qui pourrait venir, avec le réchauffement climatique. Exactement, que la Terre pourrait terminer son évolution, etc. Donc, pour les garder captifs et puis qu'ils obéissent finalement et qu'on leur fasse vivre un État qui est contraire à la nature humaine. Donc, vous allez aborder vous allez parler de ces thèmes. Oui, j'espère bien, oui. Et donc, alors oui, pour revenir sur les livres, donc j'ai signé pour donc un recueil de textes, en fait, mais déjà publié. Bon, pas tous, il y en a certains qui seront inédits, donc pour les éditions Culture et Racines. Et puis j'ai signé aussi pour un livre d'introduction qui sera purement didactique aux éditions Contre-Culture. Et intitulé, ce sera probablement Comprendre l'ingénierie sociale, tout simplement. Donc voilà. Alors moi, l'un des deux livres est quasiment fini, puisque le recueil de textes qui sera intitulé Le règne de l'incohérence, vise à me montrer en réalité, avec un ensemble de textes, que finalement ce projet utopiste d'hyper-rationalité, de contrôle rationnel finalement du devenir de l'humanité, finalement est miné de l'intérieur par un trop grand nombre de contradictions. C'est pour ça en fait on baigne dans les incohérences de nos jours. Là on voit bien en fait des espèces d'associations bizarroïdes. Là, par exemple, alors un exemple qui moi m'avait frappé déjà en 2014 en Ukraine, c'était cette association en fait de gens issus du nazisme, ou de bataillons de régiments de combat là en fait bandéristes, d'après le nom de Stepan Bandera, mais qui travaillaient avec les réseaux Soros, donc les réseaux LGBT, tout ça en fait, des gens qui finalement normalement devraient s'exclure, voire s'entretuer. Mais là, on a eu le cas récent en fait, c'était il y a quelques mois là quand le
le Parlement canadien a acclamé un Oui, vieil homme ukrainien oui. issu justement de la division SS et acclamé par un Parlement wokiste. Enfin, Justin Trudeau en première ligne. Ben oui. Donc là, on voit vraiment cette espèce de fusion bizarroïde, hybride, en fait, entre une extrême droite finalement acceptée, celle-là, par l'Occident, par l'OTAN, et puis une extrême gauche wokiste qui arrive finalement à cohabiter avec son ennemi héréditaire. Normalement, l'extrême droite et l'extrême gauche s'entretuent. Et bien là, en tout cas, en Ukraine, au plus haut niveau du pouvoir, les deux parviennent à cohabiter aussi. L'extrême gauche et l'extrême droite, les réseaux Soros et les réseaux Gladio, en fait, les nouveaux réseaux Gladio, issus donc de l'extrême droite et qui étaient utilisés par la CIA pour faire des coups d'État, en Amérique latine par exemple, Pinochet, etc. Tout ça, c'était les vieux réseaux issus du fascisme. Ouais. Et puis, bon, on a eu donc là un morceau de ces réseaux avec le vieil homme ukrainien là, qui venait de la SS, quoi, voilà, et acclamé par le Parlement wokiste du Canada. Donc voilà, ça c'est ce genre de... Alors ça m'a inspiré, justement, ces contradictions-là, en fait, m'ont inspiré un livre aussi, là, sur la guerre hybride de l'OTAN, aux éditions Culture et Racines également, parce que, en fait, bon, c'est trop instable, ça peut pas tenir très longtemps. Comme disait Marx, pour le coup, voilà, le capitalisme, en fait, est malade de ses contradictions internes, il s'effondrera. Donc là, bon, c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui, cet Occident est malade, cet Occident transhumaniste, etc., est malade de ses contradictions. Donc j'ai envie de mettre ça en évidence, de travailler là-dessus. Et puis donc, bon, voilà, donc, et puis l'autre livre là, dont je parlais, bon là ce sera vraiment beaucoup plus méthodologique et ce sera plus court, c'est évident. Mais c'est pour coucher par écrit les grands principes de l'ingénierie sociale. Et là c'est un autre éditeur. Monsieur Cerise, c'est quoi vos rêves? J'en ai plus, j'en ai pas beaucoup en fait. En fait, je me projette pas beaucoup dans l'avenir. Moi, quand j'étais étudiant en philo, j'étais très marqué par Nietzsche, Friedrich Nietzsche, justement, qui en fait était en lutte contre toutes les formes d'utopie, y compris religieuses. Il était très anti-chrétien, parce que pour lui, c'était en fait nourrir des fantasmes de vie après la mort, dans un paradis qui n'existe pas, etc. Et il disait non, il faut assumer le réel, la sueur, le sang, etc. Voilà. Et puis il faut aimer ça. Bon voilà, moi je suis comme ça en fait, je suis vraiment très pratico-pratique. J'ai pas beaucoup de rêves, je me donne des objectifs. Voilà. Donc finir un bouquin, participer à une tournée au Québec, voilà, j'essaye d'être enraciné dans l'action, donc de faire ce que je dois faire au moment où je le fais. Et d'y trouver un plaisir suffisant, pour c'est en fait je cherche pas de récompense à la limite, ma seule récompense finalement, bon, c'est de vendre des livres et puis d'avoir des discussions intéressantes là comme en ce moment, voilà, bon, c'est voilà, mais j'essaye de trouver la récompense, je dirais, avec un feedback immédiat, vous voyez, j'ai pas de rêve à long terme. Et aussi, alors, un rêve que je pourrais vous confier, mais bon, vous allez trouver ça ridicule, c'est que les Québécois reviennent en France. Pourquoi pas? Voilà, non mais... parfois je me dis ça, ce serait, voilà, bon, alors maintenant c'est vrai, on est sur, la francophonie est sur plusieurs continents, donc oui. C'est une force aussi, oui. Voilà, parce que je suis très très comment dire, concerné par la francophonie. Donc là, on est en train de la perdre en Afrique noire, c'est vraiment dommage, mais parce que bon, la France ne fait que des conneries en diplomatie étrangère. Bon, avec le Canada, c'est différent. Il n'y a pas de question comment dire ça, d'anciennes colonies, quoi. C'est réglé depuis longtemps, ça. Et puis, mais donc voilà, donc bon, c'est donc je suis très très concerné par la francophonie. Et mais bon, à la limite, bon, restons sur plusieurs continents. Finalement, on a plus d'influence comme ça. Occupant.
Non, mais oui, voilà, ouais, c'est bon. Là, je dis ça, c'est parce que enfin, c'est pour vous taquiner. Enfin, genre, c'est pour plaisanter, mais non, non, mais sinon, non, c'est vrai que bon, globalement, j'ai pas trop de projections comme ça. Enfin, j'ai pas trop de rêves. Bon, si ce n'est, enfin, je suis plus dans le présent en fait, enfin, dans l'action. Enfin, vu que enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, donc bon, voilà. Et j'essaye de façonner le présent pour comprendre l'avenir aussi, hein, donc, et pour le préparer, hein. Mais en attendant qu'on déménage tous en France, Monsieur Lucien Cerise, merci beaucoup pour l'entretien. Cette rencontre est également une présentation de Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Si vous voulez avoir les réponses que vous cherchez, il suffit de les chercher à la bonne place. Les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur de vous, elles sont en vous. Vous pouvez y accéder en vous reconnectant à vous, à votre être, votre essence, et ainsi vous serez en mesure de vous réaligner avec vous-même pour pouvoir vivre en paix et en toute liberté d'être. Êtes-vous prêt pour cette reconnexion à soi? Vous sentez-vous prêt à reprendre votre vie en main et à gagner en autonomie sur le chemin de votre bien-être? Faites confiance à Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Elle vous offre même un premier appel gratuit d'une vingtaine de minutes afin de savoir si c'est le bon outil pour votre cheminement. Alors, communiquez avec Carole Laurando, accompagnatrice holistique. MG Service Traiteur de Saint-Jérôme. Ils desservent les Basses-Laurentides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner, buffet froid, cocktail. C'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. mgservicetraiteur.com. J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous, voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre, pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-d'union essence-ciel.com ou visitez notre site web samandirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel.